Merci, Monsieur Guilifet. Comme vous l'avez rappelé, il y a 2 tombeaux pour un seul homme. Cela semble faire beaucoup. Il y a bien plus de musées, mais c'est sans doute encore trop peu pour un tel homme. In fine, on ne peut enfermer Napoléon dans un cadre, dans une enceinte ou dans une pensée unique. Même aux Invalides, l'image de l'île ou du continent primordial, battu par les flots, subsiste, notamment à travers l'anneau circulaire qui enserre le tombeau en quartzite rouge et dont la roche sédimentaire, nous le savons maintenant grâce à nos collègues du Muséum national d'histoire naturelle, remonte aux temps les plus anciens de l'apparition de l'oxygène et donc de l'eau, et par là même de la vie sur notre Terre. C'est cette sensation d'ubiquité, d'infini, de liberté d'interprétation qu'ont éprouvé maints visiteurs du tombeau et que je ressens pour ma part aussi face à l'œuvre vidéo d'Ange Léchia, inspirée de l'exil et la mort de Napoléon, actuellement présentée dans le cadre du double parcours Napoléon n'est plus, Napoléon encore, et qui est amenée à rejoindre le futur espace dédié aux souvenirs de Sainte-Hélène au sein du parcours permanent du musée de l'Armée. La genèse du tombeau de l'empereur s'inscrit dans la politisation des sépultures, portée à son acmé par la Révolution française. Rite d'édification, instrument de la fabrique des grands hommes, le pèlerinage au tombeau est réinvesti sous la Restauration de signification contestataire. Mais c'est à la monarchie de Juillet que revient le mérite d'avoir érigé aux Invalides un tombeau syncrétique et de surcroît propice à la cohabitation des cultes laïques et religieux, tout comme au développement de nouvelles vocations cérémonielles, patrimoniales et muséales au sein de cette enceinte hospitalière et militaire. Le choix d'installer le tombeau aux Invalides en 1840 permet à Louis-Philippe, roi impartial selon les mots de Victor Hugo, d'installer le présent chez le passé, Napoléon chez Louis XIV et, in fine, de faire de ce monument monarchique un monument national. Confié à Louis Tullius Visconti, le dispositif funéraire s'inspire de sources archéologiques, mais aussi d'expérimentations muséographiques menées par Ennio Quirino Visconti, père de l'architecte Louis Tullius, ancien consul de la République romaine de 1798 et conservateur du musée Pie-Clémentin de Rome, riche en mausolées paléo-chrétiens. Ouvert au public sous le Second Empire, le tombeau de Napoléon renforce la vocation de panthéon militaire du Dôme, éveillé, comme nous le savons, par Bonaparte lui-même en 1800 par le transfert des cendres de Turenne. À partir de là, le temple de Mars s'était mué en école des vertus guerrières, tout en étant rendu au culte en 1801. Cette nouvelle vocation cérémonielle est bien sûr renforcée aussi par la remise des premiers insignes de la Légion d'honneur à la jonction du civil et du militaire. Mais surtout, l'édification du tombeau sous la monarchie de Juillet prélude à la patrimonialisation du site, qui est classé en 1862. Et cette date est très précoce pour un monument du XVIIe siècle, à une époque où on classait surtout les monuments médiévaux. Il préside aussi à la partition de l'église Saint-Louis des Invalides en 2 entités désormais distinctes. À partir de la Troisième République, l'arrivée des musées prolonge ainsi les vocations régaliennes originelles de l'hôtel, hospitalière, caritative, militaire, maintenue vivante aux Invalides à rebours d'un château de Versailles presque intégralement muséifié dès le XIXe siècle, avec l'installation du musée de l'artillerie en 1871, puis la fondation du musée de l'armée en 1905, le culte funéraire de Napoléon se conjuguait désormais aux Invalides à son exégèse muséale. Alors, comment passe-t-on du tombeau rêvé au tombeau créé ? Eh bien, de 1820 à 1840, l'impossibilité d'ériger à Sainte-Hélène un tombeau digne de l'empereur en démultiplie les avatars fictionnels avant que ceux-ci ne se matérialisent aux Invalides, en un monument réduit à l'unicité et donc par là même voué à l'imperfection et à la critique. Au contraire du tombeau littéraire, des tombeaux littéraires, il vient d'en être question, le tombeau matériel n'a pas l'avantage d'être ductile, idéal, et il s'avère pour ses partisans nécessairement décevant, pour ses adversaires inéluctablement déplacé. C'est ainsi que Ludovic Vitet, à l'annonce du retour des cendres, Ludovic Vitet, qui est le futur président de la commission de choix du tombeau,
exprime non sans lucidité la crainte d'avoir perdu d'avance la bataille de l'opinion. Il est de ces sujets désespérants parce qu'ils mettent tous les esprits en travail. Qui de nous n'a pas rêvé plus ou moins vaguement son tombeau de Napoléon? Qui ne se l'est figuré plus grandiose, plus imposant, plus formidable qu'il ne pourra jamais l'être? Quand l'artiste est ainsi en concurrence avec l'imagination de tout le monde, la lutte est presque impossible, il est vaincu d'avance. Alors c'est une bataille d'idées qui se déclenche sur le choix, la forme à donner au tombeau, le lieu, révélant autant de conceptions antagonistes de la place occupée par Napoléon dans l'histoire et la mémoire nationale, mais aussi européenne. Nombre d'artistes tels que Chassériau ou Ingres renoncent d'ailleurs, après avoir rêvé leur tombeau de l'empereur, à prendre part au concours. Objet d'un intense débat national, le projet de sépulcre impérial est également commenté avec passion à l'étranger. Et si le concours, finalement ouvert par le gouvernement, met en lice des Français, son appréciation prend implicitement pour critère les réalisations des artistes européens les plus illustres, de Canova à Thorvaldsen en passant par Klenz. Depuis la chute de l'Empire, en effet, l'Europe s'est parsemée de monuments funéraires ou commémoratifs dédiés aux opposants à Napoléon. Du lion des gardes suisses à la colonne de Nelson, en passant par le tombeau de Picette, l'obélisque aux soldats bavarois ou le Valhalla, j'en passe, et non des moindres. Teinté de fascination, le ressentiment européen envers la France impériale se manifeste aussi à travers la matérialisation monumentale de deuils politiques parfaitement cohérents. Toutefois, la légitimité d'une inhumation solennelle en un monument n'est guère remise en cause, y compris de la part des anciens adversaires de l'Empire. Dans une Europe en quête de nouvelles spiritualités, Napoléon est l'un des rares souverains à avoir acquis un statut quasi messianique de son vivant. Et la fonction cathartique du monument destiné à recevoir ses cendres apparaît évidente. L'appartenance publique de Napoléon au catholicisme, alliée à une forme de détachement vis-à-vis de son clergé, comme de toute conception exclusive de la religion, favorise son adoption en tant qu'héritier du déisme et précurseur d'une approche laissant place à la diversité comme à la contingence. On peut remarquer que la publication de la vie de Jésus d'Ernest Renan est contemporaine de l'achèvement du tombeau. C'est donc à l'aune d'une nouvelle exégèse des religions établies, du néo-protestantisme au catholicisme libéral, en passant par la réinvention des Lumières au sein du judaïsme, de l'orthodoxie et de l'islam, que peuvent s'interpréter les débats autour du tombeau. Donc la puissance des débats des tombeaux littéraires a été magnifiquement évoquée par M. Degout à propos de Chateaubriand. La réhabilitation de Napoléon est également frappante lorsqu'elle émane de penseurs issus des nations jadis satellisées, tels que Heinrich Heine ou Thomas Carlyle. La Révolution de juillet 1830 soulève l'espoir d'une reprise de l'œuvre entamée en 1789. Et elle redonne espoir aux proscrits volontaires tels que Heine, qui la salue en ces termes: « Journée sacrée de juillet, celui qui vous a vu ne se lamente plus sur les tombes d'autrefois, mais il croit désormais à la résurrection des peuples. » Heine, installé en France, s'intéresse aussi bien aux manifestations éditoriales que monumentales du retour de Napoléon sur la scène publique, symptôme d'une popularité portée par les orphelins de la gloire. En 1832, Heine réagit à la décision de Louis-Philippe de rétablir la statue de Napoléon sur la colonne Vendôme. Je cite: « Si par la suite on replace le Napoléon sur la colonne Vendôme, il n'y sera plus en tant qu'empereur, en tant que César, mais en tant que représentant de la Révolution, absous par le malheur et purifié par la mort. » Heine, plus tard, donc à l'approche du retour des cendres, confronte l'écriture de l'histoire à l'édification du tombeau des Invalides. Thiers, je cite, « rend un plus grand service à l'empereur en tant qu'historien et lui érige à travers son grand livre d'histoire un monument plus solide que la colonne Vendôme et que le tombeau projeté aux Invalides. » On décèle là encore aussi la puissance accordée au verbe par Heine, donc d'origine juive et converti au protestantisme. Et alors que Napoléon est inhumé sous l'égide de Louis XIV, Heine de protester contre cette monarchisation. Napoléon, il n'était pas du bois dont on fait les rois, il était de ce marbre dont on fait les dieux. Alors, également contemporaine du retour des cendres, la conférence de Thomas Carlyle, dans le cadre de sa série de prononcés donc, sur le culte des héros et l'héroïque dans l'histoire, la dernière de ces conférences, le 22 mai 1840, est consacrée à Napoléon,
à ses yeux, donc incarnant la dernière phase de l'héroïsme et déclinant le grand homme sous toutes ses instances, divinité, prophète, poète, prêtre, homme de lèvres et in fine roi. Mais si Carlyle loue Bonaparte d'avoir ouvert la carrière au talent, c'est pour mieux reprocher à Napoléon de s'être auto-statifié de son vivant. Ces énormes victoires qui s'étendirent sur toute l'Europe ne sont pour ainsi dire que les hautes échasses sur lesquelles on voit l'homme debout. La stature de l'homme n'est pas modifiée par là. Et il file la métaphore du monument inachevé, présentant Napoléon comme une grande ébauche, une grossière esquisse jamais complétée, voire un colosse aux pieds d'argile. Je cite, « Le monde n'était pas disposé à être foulé aux pieds, à être assujetti en masse et maçonné ensemble comme il lui plaisait pour faire un piédestal à la France. » Et à lui, Napoléon. Alors, l'arrivée de Napoléon aux Invalides est saluée par les uns comme une épiphanie, par les autres comme un désordre. Le choix de Saint-Louis des Invalides laisse un temps à penser qu'on honorera le chef de guerre plutôt que le souverain, d'autant que la menace d'un rétablissement bonapartiste est toujours pendante. Mais l'exil hellénien, les souffrances, la mort ont rédimé l'empereur, devenu figure du sauveur et destinataire d'une ferveur inattendue. Le dépôt de la dépouille et des reliques impériales, épée d'Austerlitz, chapeau d'Eylau, la liste est destinée à être complétée, dans le mausolée provisoire de la chapelle Saint-Jérôme, a tout d'une épiphanie, selon Hugo, qui se mêle à la foule recueillie le 8 mai 1841. Je cite, « Cela était grand par le lieu, par l'homme, par la réalité, par cette épée, par ce chapeau, par cet aigle, par ces soldats, par ce peuple, par ce cercueil d'ébène, par ce rayon de soleil. » On retrouve les météores du retour des cendres. La foule était là, comme devant un autel où le dieu serait visible. L'enthousiasme populaire est toutefois contrebalancé par quelques réticences d'ordre esthétique et patrimonial. Quelques vagues d'émotions se soulèvent à l'idée de voir la beauté de l'édifice de mansarde et son équilibre corrompu par l'insertion du tombeau. De fait, le creusement du tombeau de Napoléon constitue le seul remaniement majeur du chef-d'œuvre conçu par Jules Hardouin-Mansart. En 1843, ces contestations se devinent derrière les termes mêmes du projet de loi autorisant le financement de l'ouvrage. Je cite, « Le dôme des Invalides sera le couronnement du tombeau. Ce monument n'introduit dans l'édifice de Mansart ni trouble ni disparate. Il n'en masque aucune partie. Il a le mérite de laisser intact le monument de Louis XIV, tout en créant dans sa base un autre monument uniquement consacré à Napoléon. » L'exposé des motifs de la loi de 1843 prépare la scission de l'Église. Et en un argument téléologique suprême, le projet de loi se conclut par ce constat. Mansart, cet habile architecte, en faisant deux édifices distincts qui n'ont entre eux de communication que par une seule arcade et avec une entrée particulière pour chacun d'entre eux, a favorisé l'établissement de Napoléon sous le dôme. C'est ainsi que la commission parlementaire encourage la transformation du dôme, ce sublime caprice royal Louis XIVien présenté comme un édifice sans destination et qui devient en quelque sorte le ciel du tombeau. Alors, est-ce qu'il y a eu des objections, non pas patrimoniales, mais théologiques, à l'arrivée de Napoléon dans l'église Saint-Louis des Invalides? Alors, il semble que l'obédience de l'église gallicane au pouvoir politique ait facilité les choses. Et en 1842, Monseigneur Denis Affre, archevêque de Paris, donne l'autorisation de créer un autel secondaire dans la nef de l'église des Soldats, en conséquence de la construction de l'entrée du tombeau de l'empereur à l'arrière du maître-autel, reconstruit par Visconti sur le modèle de celui de Saint-Pierre de Rome. Donc dorénavant, les deux autels sont définitivement disjoints, ce qui est vraiment une atteinte irréversible à la pensée initiale, géniale et très originale de Mansart, d'un autel à deux faces permettant aux rois et aux soldats de se faire face. D'autres modifications plus mineures surviennent, telles que la suppression des tribunes qui servaient aux chantres et aux musiciens et qui séparent chacune des chapelles du dôme afin d'y installer des aigles monumentales. En 1844, une brèche est également introduite dans le principe d'unicité et d'exceptionnalité du tombeau de l'empereur par l'arrivée des tombeaux des maréchaux Bertrand et Duroc. Cette décision entraîne par contre-coup aussi celle de déplacer, de reconstruire le caveau des gouverneurs. Mais le plus crucial dans l'économie du projet, c'est le creusement de la chambre du reliquaire, qui a été conçue à l'image de la cella des temples grecs et qui enferme l'effigie chryséléphantine de l'empereur par Simard, ainsi que ses reliques ou spolia
semblable à celle dont les évêques se défont après leur mort, et qui entraîne en 1851 la modification des fondations originelles Louis XIViennes de l'édifice, déjà interrompue par l'escalier menant au déambulatoire. Donc, à peine la dépouille de l'empereur a-t-elle rejoint sa demeure définitive au sein du tombeau dessiné par Visconti que commencent les travaux de la chapelle Saint-Jérôme, confiée à Alfred Nicolas Normand, architecte de la maison pompéienne du prince Napoléon Jérôme, pour y accueillir en 1862 la sépulture familiale du roi Jérôme. Et c'est donc une inflexion majeure de ce panthéon militaire qui se convertit en nécropole impériale, inflexion qui semble s'achever, mais très provisoirement sous la Troisième République, et qui marque à jamais la destinée non seulement de l'Église, mais de l'ensemble du complexe des Invalides. Alors, comment passe-t-on de ce temple, de cet hôtel laïque, à un musée de l'armée qui lui-même est défini par son premier directeur comme un temple? Alors, héritière des Lumières à travers les bas-reliefs de Simard, qui mettent en avant essentiellement l'œuvre consulaire de Napoléon, la forme du tombeau, qui est le livre ouvert de la geste impériale, répond à une ambition pédagogique qui le rapproche des musées d'histoire dont l'essor approche, et en subordonnant aussi son programme iconographique, dans son programme iconographique, l'héritage militaire à l'héritage politique. Mais cette ambition pédagogique peut toujours être contrecarrée par les formes d'un culte spontané, voire désordonné, qui se prête parfois au néopaganisme, et c'est ce qu'inspirent les pages célèbres des Déracinés de Maurice Barrès, qui décrit donc la visite de 7 jeunes Lorrains au tombeau de l'empereur, et qui sont comme électrisés par la crypte qui est transformée en véritable cage de Faraday du nationalisme. Alors il y a une métaphore de ces pages de Barrès qui néanmoins renvoie à cette translation progressive du culte des reliques au musée et à la bibliothèque. Barrès écrit « Mais ce qui repose sur l'oreiller dans le cercueil de plomb, nous en avons des documents certains. Mais ce César cadavre marqué des cicatrices et des injures innombrables de la vie, c'est tout de même un des plus beaux parchemins à déchiffrer. À ces rides se vérifieraient tant d'images de Napoléon accumulées dans les musées, dans les bibliothèques, dans les légendes. » Charles Péguy, dans un tout autre esprit, suit néanmoins ce paradigme antiquisant et voit dans les Invalides l'un des 4 grands dieux termes de la gloire de Paris, aux côtés de Notre-Dame, du Panthéon, de l'Arc de Triomphe, mémoire de pierre taillée, monument de l'Ancien Régime et de tout régime nouveau, monument impérial partout et toujours, non pas seulement monument populaire, mais monument peuple. Donc, autant dire chez Péguy que le culte des vertus chrétiennes se conjugue à celui des vertus guerrières, dans le cas des Invalides, et également à celui des vertus civiques. Mais c'est donc au général Niox que l'on doit, gouverneur des Invalides, vétéran des guerres du Second Empire, premier directeur du musée de l'armée, que l'on doit en 1905 la création, la première salle dédiée aux souvenirs de Sainte-Hélène, dans un ancien couloir de circulation reliant l'aile des prêtres à l'église des soldats, couloir pompeusement rebaptisé Chapelle Napoléon. Lorsqu'il publie en 1911 Napoléon et les Invalides, Niox souligne la dimension non seulement patriotique, mais mystique des visites au tombeau. Je cite « Lorsque, gravissant les marches du perron, on entre dans la chapelle du Dôme, on se hâte vers la balustrade de marbre qui couronne la crypte. La foule, souvent compacte, d'origine et de conditions les plus diverses, qu'une force mystérieuse a attirée et retient près du tombeau, reste silencieuse, comme saisie d'un respect sacré, en présence de la majesté du lieu et des souvenirs qu'il évoque. Une émotion mystique étreint les cœurs, tandis que l'esprit s'efforce de comprendre l'énigme de cette prodigieuse carrière. » Donc, conformément au statut du nouveau musée, donc le musée de l'armée, qui a pour mission de conserver les souvenirs et d'entretenir les traditions glorieuses de l'année, Niox revendique dans cet ouvrage la posture du pédagogue, enseignant par l'objet concret et par l'exemple, et non celle de l'historien. Citant Montaigne, il se pose en gardien des reliques et conservateur des images du grand homme. Le livre que nous présentons n'a pas les prétentions de l'histoire, non encore l'indiscrétion de la chronique, ni l'allure d'un panégyrique. Il a été inspiré de cette page de Montaigne. La vue des objets que nous savons avoir été maniés et possédés par les personnes desquelles la mémoire est en recommandation nous émeut particulièrement, plus que d'entendre le récit de leurs faits ou de lire leurs écrits. Ce serait ingratitude de maîtriser les reliques et images d'hommes si valeureux.
Donc Knox multiplie en quelque sorte les traits d'union entre le monument et le musée, mis en exergue à travers ce prisme impérial. Et tout cela s'inscrit bien sûr dans un contexte d'émulation, sinon de concurrence, entre les musées et lieux de mémoire napoléoniens, alors promus par la Troisième République. L'ouvrage paraît alors que Knox vient d'obtenir de haute luste, face à une demande exprimée par le château de Malmaison, le dépôt par l'administration des Beaux-Arts de la statue en bronze de Napoléon Parceur, donc qui avait couronné le sommet de la colonne Vendôme jusqu'en 1863, avant d'être boulonné en septembre 70. Et c'est ce totem, autant que figure apotropaïque, fondu dans le bronze des canons appris à l'ennemi. Ce totem, cette effigie, arbore l'habit dans lequel l'empereur a été inhumé à Sainte-Hélène. Donc c'est en muséographe averti, mais aussi en observateur participant, cette notion d'observation participative qui est théorisée sous le consulat par Gérando, que Knox se pose et qu'il a l'idée de disposer autour de la statue de Sœur 4 moulages des soldats de la garde impériale empruntés à l'attique de l'Arc de Triomphe du Carrousel. Mais tout cela reste un culte réservé à quelques happy few. Jusqu'au début du XXe siècle, en effet, le reliquaire de la crypte du tombeau de l'empereur demeure en partie dérobé au regard. Les objets du culte napoléonien sont donnés à voir sous la lumière sépulcrale de ce saint des saints à travers les claires-voies de la porte de bronze dessinée par Visconti. Son accès est essentiellement réservé aux clercs et aux visiteurs de marque, et on donne parfois à embrasser d'ailleurs l'épée d'Austerlitz à certains de ces visiteurs. Donc l'ordonnateur, Knox, ordonnateur et servant des grandes cérémonies patriotiques, marque un nouveau point durant la Première Guerre mondiale, alors que le tombeau de l'empereur disparaît sous des sacs de sable afin de le protéger des bombardements, en faisant paraître en 1917 un somptueux volume, album, consacré aux souvenirs historiques de l'empereur. Et c'est là qu'il affirme « Le musée de l'armée », dans le préambule de cet album, « le musée de l'armée est le temple où s'accumulent les trésors légués par les armées françaises de tous les temps et où se gardent pieusement les traditions dont la patrie s'honore. » Ces objets du culte vont progressivement migrer vers le département qu'Émilie Robe préside aujourd'hui. Et nous avons en fait, à travers les Invalides, au prisme de l'histoire canonique des musées, un passage du trésor d'église au temple laïque, le musée requalifiant les reliques tout en les recontextualisant. Et le parcours des souvenirs impériaux offre un raccourci parfaitement saisissant en fait, de ce passage, de cette transition. Ces reliques impériales forment aujourd'hui le noyau toujours irradiant des collections napoléoniennes du musée de l'armée. Et d'une certaine manière, les expositions du bicentenaire marquent à leur tour un retour assumé en une sorte de primitivisme créateur aux sources communes du monument et des collections. C'est ainsi qu'à la suite des 2 expositions Napoléon n'est plus, Napoléon encore, un nouvel espace dédié aux souvenirs de Sainte-Hélène sera inauguré à l'automne et au sein de cet espace prendra place donc, la micro-mosaïque commandée en 1869 par la princesse Charlotte Primoli, petite-fille de Lucien, à l'occasion du centenaire de la naissance de Napoléon, et qui, par ses matériaux mêmes, donc cette technique antiquisante perpétuée par les ateliers de micromosaïque du Vatican, rejoint la luminosité quasi surnaturelle des émaux entourant le tombeau de l'empereur, conférant en fait une sorte d'aura, de nouvelle aura quasiment néo-byzantine au tableau de Vernet, lui-même commandé par Anatole Demidov en 1840. Et donc, dans cette œuvre, comme à travers le nouvel espace dédié à Sainte-Hélène, c'est bien l'empreinte des 2 sépultures successives de Napoléon qui continue à se faire sentir, de Sainte-Hélène aux Invalides, et coexistant en tant que lieu de mémoire insubstituable et comme polarité inversée mais complémentaire de la carrière d'un héros devenu souverain et érigé en messie. Je vous remercie. Merci.